avec maintenant ce sujet sensible, la vérité sur un diagnostic, la vérité sur une réalité présentée désormais comme une évidence, mais qui mérite qu'on s'y arrête. L'état de famine qui toucherait 1,5 million de personnes à Gaza selon l'ONU. Selon l'ONU elle-même. Alors une remarque d'abord, si vous nous suivez, vous savez que nous avons pointé régulièrement les crimes de guerre, à tout le moins. Les crimes de guerre perpétrés régulièrement par Israël et qui marquent cette fuite en avant du gouvernement. On va découvrir quelques images du dernier en date, le bombardement de l'hôpital Nasser à Khan Younes, inexplicable, inexpliqué, qui a fait 20 morts, dont des soignants et 5 journalistes sous contrat, notamment avec Reuters ou Associated Press. Emmanuel Macron a dit ces dernières heures que c'était intolérable. Tragique accident a finalement annoncé, concédé Benyamin Netanyahou hier. Mais cette réalité, et qu'encore une fois, est incontestable, cette fuite en avant, ces crimes ne doivent pas nous empêcher d'être attachés aux faits et à nous poser ces questions. Qu'en est-il donc de cet état de famine décrété par l'ONU, constat repris depuis par à peu près tout le monde, comme si c'était désormais une certitude, une vérité établie. Sur quoi repose ce constat? C'est la question que nous voulons poser. Parce qu'encore une fois, au-delà de tout ce qu'on peut penser, de ce gouvernement, de cette guerre, de cette fuite en avant, de ces crimes, restons attachés aux faits. Sur quoi repose ce diagnostic? Sur quoi repose ce constat? C'est intéressant de s'y pencher. On va voir précisément ce qu'on peut en dire à travers notre enquête, à travers l'enquête de Lucille de Villers. Voici les indispensables. Bonsoir Lucille. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors d'abord, il y a ces photos. Là, on parle du terrain médiatique. Il y a ces photos choquantes, bouleversantes, censées montrer la famine, mais qui sont, nous dites-vous, au moins en partie trompeuses. Oui, ces images, vous les avez sûrement vues à la une des journaux, à la télévision. La première, Mohammad Zakaria Al-Matouk, ce petit garçon de 18 mois, la peau sur les os en une du New York Times ou encore du Guardian. Eh bien, le prestigieux quotidien new-yorkais a dû lui-même reconnaître qu'il s'agissait d'un raccourci. Le petit garçon est atteint d'une paralysie cérébrale. Pour résumer, c'est une maladie du cerveau, une lésion qui provoque la raideur du corps entier. Bien sûr, la malnutrition a accéléré les choses, mais elle est loin d'expliquer à elle seule la dégradation de son état de santé. Autre image encore plus récente, celle de Karim Mouammar, un petit garçon de 3 ans publié dans le Daily Mirror ce week-end. Eh bien, on apprend qu'il est atteint d'une maladie génétique rare qui touche le foie, le rein et les intestins. Là encore, une image trompeuse. Même s'il faut le rappeler, les terribles conditions de vie dans la bande de Gaza ont accéléré sa dégradation physique. Est-ce à dire que toutes les photos sont utilisées à tort, de manière trompeuse? À ce stade, nous avons trouvé une photo qui atteste à 100% d'un état de malnutrition. Et c'est vous qui l'a publié, Daphné, avec l'AFP il y a quelques jours. La petite Mariam, 9 ans, ne souffre d'aucune pathologie. Elle pèserait aujourd'hui 9 kilos. Alors voilà pour l'aspect médiatique, peut-être celui qui frappe le plus les opinions. Mais allons au cœur du sujet de ce rapport de l'ONU qui parle d'état de famine. Benyamin Netanyahou lui-même affirme que l'instrument de mesure a été délibérément changé, enfin délibérément abaissé, qu'un seuil a été abaissé pour accabler Israël. Est-ce la vérité? C'est faux, mais c'est vrai qu'une norme inhabituelle a été utilisée. Pour bien comprendre, en général, l'ONU utilise le rapport poids-taille des enfants comme indicateur numéro 1 d'une éventuelle famine. C'est le cas par exemple pour la famine en Somalie, déclarée en 2011. Pour ce qui est de Gaza, les experts mandatés par l'ONU précisent qu'ils n'ont pu se baser sur ce critère compte tenu des difficultés persistantes dans l'enclave. En clair, il est difficile de se déplacer avec le matériel médical sous les bombes. Donc l'ONU s'est appuyée sur un autre élément d'évaluation, le tour de bras. Ce critère existe depuis 6 ans seulement. Il a été utilisé au Soudan en 2020 ou encore au Sud-Soudan en 2024, mais toujours comme un indicateur secondaire. Or, cette fois, l'ONU reconnaît elle-même fonder son diagnostic exclusivement sur cette norme. Nous avons demandé des explications à l'IPC, l'organisme en question. Voilà leur réponse. La mesure du tour de bras est acceptée pour la classification des famines depuis 2019. Son seuil est de 15% et il n'a pas changé. Par conséquent, son utilisation pour Gaza ne représente pas un abaissement.
Pour être tout à fait complet, les médecins de l'IPC n'ont pu recueillir ces données. Ce sont les associations locales qui leur ont fourni, ainsi que les hôpitaux ou les cliniques. Enfin, dernier point, l'état de famine n'est pas déclaré dans toute l'enclave, mais à Gaza City et ses alentours, dans le nord donc. Voilà, et ces précisions, elles méritent également d'être données. Donc voilà pour ces éléments. Un mot quand même du contexte, parce que la prudence et le recul qu'on peut avoir sur ces déclarations de l'ONU ne doivent pas masquer que la situation alimentaire à Gaza elle est tragique, elle est préoccupante. Oui, il faut rappeler que l'organisation de l'aide à Gaza a changé depuis quelques mois. C'est une fondation privée américaine gérée conjointement par Israël et les États-Unis qui s'en occupe, parce qu'Israël indiquait auparavant que l'aide alimentaire était massivement détournée par le Hamas. Mais les failles de ce dispositif sont dénoncées sans relâche. Voilà ce que nous déclare Médecins sans frontières. Plus de 2000 civils palestiniens ont été tués en allant chercher de la nourriture. Nous recevons des dizaines de milliers de blessés. On avait effectivement découvert ces images de chaos et de tirs. Qui leur tire dessus ? Eh bien, deux versions s'affrontent. Selon Médecins sans frontières, c'est l'armée israélienne, par crainte d'être débordée. Selon le gouvernement israélien, c'est le Hamas ou ses alliés qui provoquent délibérément ces scènes de panique ou de débordement. Merci Lucille. Voilà. Hop, alors, premier commentaire. Christian. Écoutez, c'est un point extrêmement délicat, douloureux et qui concerne toute l'humanité. Le fait que l'ONU ait déclaré l'état de famine consiste à mobiliser l'ensemble de la planète pour se pencher sur le sort de personnes humaines, pas pour trancher le problème politique de savoir si c'est Israël qui a tiré ou si c'est le Hamas qui a tiré. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que des enfants meurent et ils meurent au nom d'une stratégie militaire qui consiste à toucher l'organisation terroriste avérée qui s'appelle le Hamas à travers la famine des populations civiles. En gros, pour étrangler le Hamas, il faut tolérer que les civils souffrent à ce degré-là, en particulier les enfants. C'est très très difficile à accepter, quel que soit le point de vue, et même avec énormément de sympathie pour Israël. Je voudrais donner lecture d'une phrase issue du manuel de droit de la guerre d'Israël. L'interdiction de la famine signifie à l'évidence que les habitants de la ville doivent être autorisés à quitter la ville pendant le siège. Voilà ce que dit ce manuel officiellement. Donc, à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Et je ne doute pas une seconde que le Hamas se livre à des manipulations, mais pas une seconde. Qu'il manipule les photos, qu'il menace et qu'il tire sur des Palestiniens pour les empêcher d'aller chercher de la nourriture, qui s'emparent des sacs de farine avant les civils. Tout le monde sait de quoi le Hamas est capable, de quelle monstruosité il est capable. Mais néanmoins, je crois qu'il y a des moments où l'indignation, où la mobilisation humaine doit prendre le pas, y compris dans l'intérêt d'Israël. Mais est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre, la perception qui a été celle de ce rapport de l'ONU, et lorsqu'on va dans le détail, ces éléments d'information qui nous donnent un peu plus de recul par rapport au côté catégorique de ces affirmations. Voilà peut-être le point, Grégory. D'abord, David, la présentation de Lucille était très précise, et notamment sur les photos. Je pense qu'il est de notre devoir, évidemment, d'interroger les documents qu'on reçoit, d'autant plus que je rappelle que la presse internationale n'a pas accès à Gaza depuis le début de cette guerre. L'IPC est un organisme de référence, créé en 2004, au moment de la famine en Somalie, si je ne me trompe pas. Il est composé d'agences internationales onusiennes, d'ONG spécialisées. C'est donc un consortium dont le sérieux du travail est reconnu. Troisième constat que Lucille nous a donné, l'IPC conteste le fait qu'on ait abaissé la norme par rapport à la situation à Gaza. C'est pas qu'elle le conteste, c'est qu'il n'a pas été. Il n'a pas été. C'est un autre critère. Et là, c'est un cas particulier pour Gaza qui a été retenu, mais cette information doit être donnée. C'est très important de le dire. Donc, que Benyamin Netanyahou dise l'ONU manipule les chiffres pour faire croire qu'il n'y a pas de famine à Gaza. C'est ce qu'on appelle en hébreu la hasbara, l'explication. On peut dire aussi la propagande, c'est l'autre mot. Que Netanyahou dise ça, il y a des guerres de communication, etc.
Maintenant, jusqu'à quel point allons-nous déshumaniser la population de Gaza ? Comment peut-on nier que des enfants meurent de faim aujourd'hui à Gaza ? Ils meurent de faim dans des proportions importantes. Comment peut-on déshumaniser à ce point les journalistes gazaouis ? Plus de 200 ont été tués dans ce conflit, quand certains affirment qu'il n'y a aucun journaliste à Gaza et que ce sont tous des terroristes. Comment peut-on déshumaniser cette population de Gaza qui, à cause du Hamas... Quand vous dites « on », de qui parlez-vous ? Vous voyez bien que, par exemple, je regardais par qui a été repris et relayé cette interrogation sur la famine. En Israël, par un site qui s'appelle Dreuze Info, qui est un site d'extrême droite complotiste, et qui alimente ce sujet pour dire « regardez, il n'y a pas de famine, l'ONU manipule les chiffres ». Il faut être extrêmement prudent, et vous avez raison de l'être, David. Mais on ne peut pas nier que des enfants meurent de faim. On ne peut pas nier que des journalistes se font tuer. On ne peut pas nier qu'il y a une double frappe que vous avez montrée en début de séquence. Expliquez la double frappe. La double frappe, c'est cet hôpital à Khan Younes, l'hôpital Nasser, qui est bombardé, 5 journalistes sont tués et au total une vingtaine de personnes, je crois. On voit les secouristes, vous avez diffusé la séquence, c'était avant-hier, je crois, Daphné. On voit les secouristes s'affairer dans les débris pour essayer de récupérer ou des blessés ou des corps. Et là, vous avez un deuxième missile qui frappe. Technique, entre parenthèses, utilisée par Poutine en Ukraine. Donc, je suis comme vous, très vigilant, parce que nous sommes évidemment dans une guerre de communication des deux côtés. Je ne fais absolument aucune confiance dans le Hamas sur les informations qu'ils essaient de diffuser. Je ne fais absolument pas confiance à Netanyahou quand il remet en cause la possibilité d'une famine à Gaza. Et encore une fois, comme le disait Christian, c'est le fait de constater la famine, c'est un appel au secours. Et après, les stratégies militaires, la politique, c'est autre chose. Mais je pense qu'il ne faut pas déshumaniser la population civile de Gaza. Et c'est ce qu'on a tendance parfois à faire quand on minimise la souffrance des Gazaouis. Alors, minimiser, est-ce minimiser que se poser ces questions ? Disons les choses franchement. Non, mais je vous pose la question et je vous le dis avec toute l'émotion qui est la mienne ce soir, pour avoir été longtemps à Gaza, pour y avoir des amis, et pour, au quotidien, sur mon téléphone, recevoir des messages d'amis gazaouis qui ne sont pas des terroristes du Hamas, qui n'ont aucune sympathie pour le Hamas, et qui souffrent dans leur chair, qui n'arrivent pas à nourrir leurs enfants. C'est difficile d'établir... Alors là, il n'est pas question d'établir le constat de famine à Gaza ou pas famine à Gaza. Nous en sommes incapables. Vous avez raison de le souligner. Le territoire est fermé aux journalistes extérieurs. Mais il est important de donner les ressorts de ce rapport de l'ONU, dont les conclusions sont souvent prises telles quelles. Et il est intéressant de noter sur quel fait précis, quelle méthode elle s'appuie. Daphné et Dominique. Non, mais je suis d'accord avec vous, David, mais c'est vrai que le débat sémantique et méthodologique, il est important, mais il ne change quand même rien dans l'urgence de la situation. Dans le calvaire des populations civiles. On souligne ici... Tout à fait. Et je note, et vous l'avez dit dans votre excellente présentation, que l'ONU, en tout cas, se défend d'avoir changé les règles, mais simplement explique qu'elle n'avait pas les moyens matériel de mesurer autrement. Je rappelle, comme vous l'avez d'ailleurs dit, que la Banque de Gaza est fermée. Elle est fermée. Et donc, les ONG, l'ONU, ne peuvent pas travailler normalement. Donc, il y a une espèce de vice de forme là-dedans, je trouve. Que Israël reproche à l'ONU de ne pas appliquer les règles d'habitude appliquées pour mesurer ce genre de choses, tout en interdisant l'accès. Voilà, c'est un peu comme avec les journalistes. Israël, enfin, le gouvernement Benyamin Netanyahou a dit une contre-vérité. Je crois que Lucille l'a établi clairement. Mais... pour autant, il est intéressant de savoir quel instrument a été utilisé. Et c'est un instrument, effectivement, singulier dans le cas de Gaza, pour les raisons qu'on a établies. Oui, tout à fait. Alors moi, voilà, en me tenant à l'écart un peu de ce débat-là, je suis à l'AFP, et l'AFP est l'un des seuls médias au monde à avoir encore des journalistes gazaouis
donc, qui donnent de l'information. Nous ne sommes pas les seuls, mais nous sommes un des rares. Et il y a, comme nous, des agences de presse mondiales réputées, AP et Reuters, qui ont eux aussi recours à des stringers sur place, des stringers qu'ils connaissent, à qui ils donnent leur confiance. Je constate, moi, que l'AFP publie, comme sans doute les autres agences, une 50aine de photos par jour de Gaza, qui sont bien évidemment totalement authentiques et authentifiées, et qui montrent, des enfants désespérés qui sont bousculés dans des distributions de nourriture ou pas nourriture. On voit effectivement des enfants malades, des femmes enceintes malades. On voit des corps, des débris par milliers de tonnes. Voilà. Et juste pour rappeler que en juillet, un de nos journalistes sur place nous a fait parvenir le message selon lequel il souffrait de la faim et qu'il était sur le point d'abandonner finalement son travail sur place parce qu'il n'arrivait plus à se déplacer de fatigue. Ces gens sont depuis 3 ans enfermés dans la bande de Gaza. Ils risquent leur vie pour nous informer et ils sont malheureusement discrédités par les autorités israéliennes. Je le regrette et je salue leur travail remarquable parce que c'est l'une des seules fenêtres avec les journalistes de AP et de Reuters qui nous permettent de voir ce qui se passe aujourd'hui. Général, à vous le mot de la fin. Enfin, le mot de la fin, prenez votre temps. Oui, non, simplement pour dire qu'on est vraiment dans une guerre de la communication. Et si vous voulez, le gouvernement israélien, de toute façon, tout ce qui sort de la bouche de l'ONU est condamnable. C'est un principe de base. Donc, d'où les termes qui ont été employés et qui contredisent la vérité des choses. Mais on est dans une guerre de la communication, dans la guerre que M. Netanyahou a décidé de mener à Gaza. Et sa guerre à Gaza, il faut s'en souvenir, c'est pas de Palestine, pas de Gaza. C'est une occupation, c'est chasser la population à l'extérieur. Est-ce que la faim en fait partie ou pas? Oui, pourquoi pas. C'est l'objectif final de M. Netanyahou. Donc si vous laissez sa politique, il est logique avec sa politique, il est logique qu'on s'y oppose. Ça va être intéressant de voir dans 15 jours à l'ONU, je reviens à l'ONU, puisque à l'Assemblée Générale des Nations Unies, le président Macron va déclarer la reconnaissance de la Palestine. Et là, je voudrais être petite souris pour voir l'ambassadeur israélien sortir, l'ambassadeur américain sortir, et puis regarder qui reste. Et sur les 193, je pense qu'il en restera un grand nombre. Voilà. Merci de nous avoir éclairés sur ces sujets, d'avoir donné aussi votre sensibilité, c'est important. Vous parliez de déshumanisation, Grégory. Merci, Général Trinquant, merci Christian, Grégory et Daphné, et à très bientôt.